Donc, soyez les bienvenus. On va vous parler d'une nouvelle solution. Donc, on est tous les deux de la société Microsoft. Je m'appelle Yann Duchesne. Moi, je suis ingénieur cybersécurité. J'ai été plusieurs fois speaker sur ce super événement. Et je suis accompagné de Faria aujourd'hui. Donc, bonjour à tous. Je suis spécialiste sécurité cloud et on va vous parler aujourd'hui du KIEM et du KIEM de Microsoft. Voilà. Alors, donc on a 45 minutes. On a pas mal de choses à vous montrer. Juste, on va commencer par poser les fondamentaux sans vous ennuyer. Qui parmi vous n'a jamais entendu parler de Zero Trust? C'est bon. Donc, j'ai pas besoin de la refaire. Donc, évidemment, l'approche du Zero Trust, selon Microsoft, vous la connaissez sans doute, c'est les trois piliers, Verify Explicitly, Least Privilege Access et Assume Breach. D'accord, on va pas revenir sur ces éléments-là. Ce que je voudrais souligner là, simplement, c'est que quand on parle de Zero Trust, et vous avez plein de sessions qui parlent de cette thématique-là pendant cet événement, quand on parle de Zero Trust, souvent, enfin dans la plupart des cas, on parle du Modern Workplace. On parle du Zero Trust appliqué au monde du travail, de la collaboration, donc Windows, Office 365 et potentiellement toutes les applications qui y seraient connectées. Quand on parle des infrastructures cloud, donc Azure, GCP, AWS, là les principes Zero Trust sont un petit peu différents. C'est-à-dire que leur implémentation de ces trois piliers-là vont être un petit peu différents. Typiquement, le Verify Explicitly, si on a notre application qui est rattachée à Azure AD, on va pouvoir utiliser l'accès conditionnel, les choses que vous connaissez. Mais si on utilise dans Azure, GCP ou AWS une autre solution que les solutions Microsoft, les principes ils vont être adressés d'une façon un peu différente. Le Assume Breach, pareil, quand on parle d'infrastructure cloud, la notion d'Assume Breach, elle est un petit peu différente de ce qu'on peut faire sur un environnement d'application SaaS. Donc partir du principe qu'il va y avoir un incident de sécurité, être en mesure de contenir les risques, d'être le plus efficace possible dans la détection, ça va être plutôt dans la partie architecture de nos solutions dans les clouds publics. Donc notamment, chez nous, ça va être le Cloud Adoption Framework, les landing zones, l'application des best practices, mais c'est plutôt un sujet d'architecture sur lequel nos solutions Defender, Sentinel peuvent venir aider, évidemment. Ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est le pilier central. Donc vous l'avez compris, c'est la notion de privilège. Et quand on parle de privilège dans un cloud public, dans une infrastructure cloud publique, encore une fois Azure, GCP, AWS, on est confronté à des besoins et des problématiques différents de ceux qu'on connaît dans l'univers du SaaS. Pour illustrer ça, je vais prendre un scénario fictif. Imaginons la startup Identity Days, qui connaît un certain succès. Si vous êtes présent à cet événement, c'est que l'événement marche bien, et on est très content d'en faire partie. Imaginons l'étape 1. L'objectif d'Identity Days, c'est de devenir le meilleur événement identité en France. Donc, je pense que c'est déjà une étape qui est déjà franchie. Derrière cette ambition-là, on va avoir une infrastructure. Encore une fois, c'est fictif, je ne fais pas partie de l'organisation d'Identity Day, c'est juste pour se projeter. Donc, dans cette infrastructure, on va avoir un portail qui présente l'événement, on va avoir une plateforme d'inscription, une plateforme pour l'appel à contenu, éventuellement des scénarios pour interagir avec les speakers, etc. Donc, un service déjà assez riche, mais d'un point de vue infrastructure, ça peut être hébergé sur une architecture relativement simple. D'accord ? Donc, mais même une architecture relativement simple, vous voyez que là, dans Azure, j'ai pris l'exemple d'Azure évidemment, mais dans Azure, on a un certain nombre de composants qui vont s'accumuler dans le temps, qu'il va falloir gérer. Et sur chacun de ces composants-là, on va avoir un ensemble de listes d'accès de contrôle, donc des privilèges à gérer, des permissions à gérer sur ces assets. Imaginons maintenant que Identity Days veuille passer l'étape d'après et devenir le meilleur événement identité en Europe, ce qui est tout à fait possible, en venant concurrencer. Je pense que le second, ça doit être sans doute le Gartner IAM Summit ou quelque chose comme ça. Et donc pour ça, on a besoin d'avoir une couverture européenne. Et potentiellement, généralement, quand on parle d'Europe, on parle aussi de time zone, donc peut-être même au-delà de l'Europe.
Donc déjà, il faut que notre service il soit disponible de façon un petit peu plus distribuée. Il faut qu'on puisse absorber une montée en charge, parce que si nos ambitions, c'est d'avoir une couverture européenne, potentiellement, on aura une audience qui sera beaucoup plus large. On peut imaginer d'avoir des services type streaming de sessions en live. On peut avoir des accès on-demand aux services. Donc tout ça, si on veut mettre ça en œuvre dans Azure, ça nécessite des composants, des services additionnels. On peut imaginer d'avoir des services complémentaires, je sais pas moi, des mises en relation, des participants au travers de cohortes. C'est des choses qu'on fait par exemple sur nos portails Ignite, ce genre de choses. Et puis évidemment, comme là on a un service qui devient plus critique, notamment si on fait du streaming des sessions, ça va nous intéresser de pouvoir monitorer ça, d'un point de vue performance, d'un point de vue sécurité. Donc on va avoir besoin de capacités de monitoring avancées. Et là on le voit, la déclinaison technique de tout ça, c'est que notre nombre d'objets dans Azure, il va s'accroître fortement. D'accord ? Donc plus notre solution va évoluer, plus le nombre d'artefacts qu'on va mettre dans Azure va grandir. Et donc plus la complexité de la gestion des permissions va s'accentuer. Et ça de façon organique. Imaginons maintenant l'étape d'après, ce qu'on souhaite évidemment à l'Identity Days. On veut devenir le meilleur événement identité au monde. Donc, et remplacer, je sais pas, l'Identiverse ou un autre événement de ce type. Donc pour ça, on a besoin d'une couverture mondiale. Donc là, notion de plaque géographique, il faut qu'on soit disponible sur l'ensemble de la planète. Haute dispo, là aussi, on a potentiellement beaucoup plus de participants, donc il nous faut de la haute disponibilité. Pareil sur la répartition de charges. Il faut s'assurer que les services sont opérationnels quoi qu'il arrive. Et pareil, il nous faut un plan de disaster recovery, parce que tout ça devient particulièrement critique. Et donc, il faut porter nos ambitions avec ce type de plan. Et là, on le voit aussi, encore une fois, c'est vraiment pour l'exercice et pour se projeter, notre nombre d'objets dans Azure, il va exploser. Et je dis notre nombre d'objets dans Azure parce que j'ai pris l'exemple d'Azure, mais ça serait la même chose dans un environnement multi-cloud avec, je sais pas, un front-end dans Azure, un back-end dans GCP et puis des data dans AWS. Enfin, je prends des scénarios complètement fictifs, mais l'important, c'est que le nombre d'assets à gérer et le nombre de permissions autour de ces assets va exploser dans le temps. D'accord ? Donc maintenant, si on se projette un petit peu sur les permissions qu'on va devoir gérer dans cet environnement. Et encore une fois, pour faire l'exercice, je fais intentionnellement quelques raccourcis là-dedans. On va avoir une équipe qui va gérer peut-être l'application, le cœur de l'application. Donc on peut imaginer que ce périmètre-là, il va être géré par une équipe commune. Donc on va sans doute créer un rôle, et on va affecter ce rôle-là aux bonnes personnes. Ensuite, on va avoir potentiellement, je sais pas, sur les briques réseau, on va avoir une équipe qui va être dédiée. C'est du software defined network, mais il n'empêche qu'il faut des compétences particulières, il faut des équipes qui vont se charger de ce sujet-là. Donc toute la partie traffic manager, toute la partie de load balancing, toute la partie des VNet, d'accord, ça on va le déléguer à des équipes dédiées. Donc encore une fois, un rôle dédié, des permissions qui leur sont affectées et une gestion de ce rôle-là dans le temps. Ensuite, on a de la base de données, éventuellement des data lakes. Donc là aussi, ça peut être intéressant d'avoir des équipes qui sont dédiées à ça, parce que ça nécessite des compétences particulières. D'accord ? Donc là aussi, encore une fois, un rôle, des permissions, des choses à gérer dans le temps. Et puis, vous l'avez compris, vous avez compris l'exercice, mais si on se projette encore un petit peu plus loin, notre plan de DRP, peut-être qu'on n'a pas envie de gérer ça complètement, on va sous-traiter ça à un partenaire, d'accord ? Donc on va lui donner un accès, pas forcément à tous les environnements, mais juste à la plateforme de DRP. Là aussi, un rôle, des permissions et une gestion dans le temps. Et puis, au-dessus de tout ça, on va avoir la sécurité, c'est toujours un aspect essentiel. Donc la sécurité, on va lui demander d'avoir une vue sur la posture sécurité, ou éventuellement de collecter des incidents de sécurité, donc être en capacité de récolter des logs. Et pour ça, typiquement en sécurité, il faut avoir dans le monde Azure un rôle security reader qui donne un accès en lecture à l'ensemble des éléments et à la collecte des logs. Et donc ça ne va pas nous intéresser forcément de faire cette collecte-là sur l'environnement de backup, mais on va plutôt se focaliser sur l'environnement de production, l'environnement qui est en ligne. Donc ça veut dire que les rôles natifs qui donnent un accès étendu en lecture, donc le rôle Security Reader dans Azure, il ne sera pas adapté. Donc on va devoir créer un rôle particulier, affecter les permissions, gérer ce rôle dans le temps. Donc vous l'avez compris, encore une fois je suis plein de raccourcis, mais ce qu'on veut illustrer là, c'est que avec une croissance naturelle des services dans Azure, et
a fortiori si vous rajoutez de plus en plus de services dans Azure, encore une fois pour reprendre l'exemple d'Azure, votre schéma de permission, il va se complexifier dans le temps. C'est absolument inévitable. À ça, on peut rajouter aussi une dimension sur la gestion du route management group, des management group, des souscriptions, des ressources groupes dans Azure. Donc on a une dimension complémentaire qui va complexifier cette gestion-là. D'accord ? Donc c'est des éléments qui sont importants à avoir en tête. La plupart de nos clients qui ont misé fortement sur Azure, à un moment ou à un autre, ils se retrouvent dans une situation où ils ont du mal à comprendre les permissions qui ont été affectées aux environnements. D'accord ? Ça vous parle ? J'imagine que pour ceux d'entre vous qui ont travaillé sur des permissions ou des modèles de délégation sur Active Directory, c'est assez similaire. Un AD qui a 20 ans, on va avoir des schémas de permission que plus personne n'est capable de vraiment comprendre. Et à gérer dans le temps, c'est un vrai défi. Donc voilà pour l'illustration un petit peu de cette croissance-là et d'un problème qui se complexifie dans le temps. Alors, si on prend un élément important dans tout ça, on a dit qu'on affectait des permissions, des rôles à des utilisateurs et peut-être éventuellement à des comptes de service ou à des workloads, parce que les identités, on va le voir, c'est pas que des identités liées à des utilisateurs. On a fait bien les choses, on a donné les bonnes permissions, etc. Est-ce que, de façon générale dans votre expérience, vous êtes confiant sur le niveau de permissions qui sont données aux utilisateurs, aux comptes, par rapport à ce qui est strictement nécessaire ? Un petit sondage à la main, est-ce que vous pensez qu'on est en capacité facilement de donner les droits strictement nécessaires sur les environnements ? Voilà, je vois beaucoup de noms, je pense c'est de façon assez unanime. Alors ça peut être parce qu'il y a des éditeurs qui vont vous dire j'ai besoin d'un compte, alors anciennement domaine admin pour que mon service marche. Dans Azure, ça peut être j'ai besoin de telle permission pour que mon service puisse venir piloter votre plan de DRP par exemple. Donc souvent, par nature, soit parce qu'on n'a pas forcément le détail des permissions qui vont être strictement nécessaires, soit parce qu'on n'a pas la vue sur comment notre service va évoluer, et on va donner des privilèges qui sont un peu supérieurs à ce qu'on a strictement besoin. D'accord ? Ça, c'est une tendance naturelle, et je pense que vous avez tous connu ça dans la vraie vie. Donc ce gap entre ce dont on a besoin et ce dont on dispose en termes de permissions, il est déjà, dès qu'on démarre, dès qu'on affecte les permissions, il va être déjà significatif. Et dans le temps, on l'a vu, nos environnements ils vont s'enrichir, donc la complexité va s'accentuer, et généralement, les permissions, alors on peut faire les choses bien et faire notre due diligence et retirer les permissions quand elles sont plus nécessaires. La réalité, c'est que ça se passe un petit peu différemment, et généralement, on a plutôt tendance à empiler des permissions que de les retirer. Donc ce problème-là, à un instant donné, ne va faire que s'accentuer dans le temps. D'accord ? Donc ça, c'est une tendance naturelle qui s'observe sur les mondes legacy, sur les mondes on-prem, etc., et qui s'observe aussi sur le cloud. Donc ça, combiné à ce que je vous expliquais sur la croissance et la complexité croissante de vos environnements dans les infra cloud, ça fait qu'on a un gros problème à traiter. Donc pour traiter ce problème, nous on a racheté une startup. C'est une façon d'approcher la problématique. Donc on a une solution qui est au catalogue depuis, qui est GA, donc disponible généralement depuis juillet de cette année. C'est une startup qu'on a rachetée en août de l'année dernière. D'accord ? Vous voyez les time to market, en général quand on rachète une startup, on a un time to market assez court, et généralement en moins d'un an on est capable de les mettre sur le marché. Donc c'est toujours des achats assez tactiques pour compléter ce qu'on est capable de faire. Donc la solution s'appelle Entra Permission Management. La startup en question s'appelait CloudKnox. Donc si vous avez été de près ou de loin intéressé par ce que proposait CloudKnox, en gros c'est ce service-là qui est disponible maintenant dans le portefeuille Microsoft. Et l'idée de Entra Permission Management, c'est de vous proposer un ensemble de capacités, un ensemble de fonctionnalités pour gérer dans les clouds publics Azure, AWS et GCP les permissions. Et les permissions liées à des identités ou à des workload identities. Donc le premier pilier, ça va être la découverte de ces environnements-là. Donc on va venir se brancher, collecter de la donnée, collecter des logs, collecter les permissions qui sont affectées, comprendre tout ce qui est présent dans les environnements. Cette partie Discovery Assessment. On est un service SaaS, donc évidemment, ça c'est des choses qui se mettent en œuvre en quelques minutes. Il n'y a pas besoin d'un projet d'implémentation, déployer des briques, etc. C'est juste, il faut des comptes avec les bons services et on est en capacité de collecter les données. Deuxième étape, c'est de gérer. Maintenant qu'on a eu cette vue de où est-ce qu'on se situait, on va
essayer d'améliorer la situation. Donc chercher à réduire les permissions qui sont affectées, identifier des permissions qui ne seraient pas du tout utilisées. Donc on va identifier ce gap entre ce qui est utilisé et ce qui est affecté aux utilisateurs. Et puis on va aussi proposer des fonctionnalités au travers de permissions à la demande, d'élévation de privilèges à la demande. Un peu ce qu'on fait avec PIM, mais de façon plus riche, sur les 3 clouds, et puis avec des fonctionnalités complémentaires, on le verra tout à l'heure dans la démonstration. La troisième étape, ça va être, donc là on a vu comment traiter le problème en mode one-shot. Ce qui va nous intéresser aussi, c'est en mode run, d'être au courant des évolutions, au courant des nouvelles anomalies qui auraient pu être détectées, des changements de tendance, etc. Donc là, tout ce qui va être monitoring et alerting va être aussi important pour gérer ça dans le temps. Et la troisième partie, qui est souvent assez méconnue pour les gens qui ont déjà une vue, qui comprennent un peu ce que fait Entra Permission Management, c'est une partie qui est souvent un peu mise de côté, mais c'est une partie qui va intéresser les équipes SecOps. Donc tous les analystes qui travaillent sur des incidents de sécurité peuvent, à un moment ou à un autre, être amenés à devoir comprendre des schémas de permission, comprendre qui a accès à quoi. Un compte a été compromis, sur une machine qui a été compromis, à quoi ce compte a accès, à quoi cette machine peut avoir accès potentiellement. Donc quand on se projette dans une infrastructure cloud, ça peut être très compliqué à déduire. Donc là, on va avoir une partie de la solution qui va être dédiée pour ces analystes sécurité pour naviguer dans le schéma de permission. Ça va compléter des outils qu'ils pourraient avoir avec leur SIEM, avec leur système d'orchestration. Mais là, ça va venir compléter ça avec des solutions d'investigation spécifiques aux permissions. Donc voilà, on va revenir en détail là-dessus, on va vous montrer tout ça. Alors, maintenant qu'on a parlé un peu de Entra Permissions Management, donc anciennement CloudNox, pour ceux qui le connaissent, on va parler en fait de cette famille de produits. Où se situe Entra Permissions Management dans voilà, toutes les familles de produits que vous connaissez en termes d'IAM, mais aussi finalement de sécurité. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler de KIEM ou quel que soit comment vous l'appelez, voilà, CIEM, vous en avez déjà entendu parler, voilà. Donc, on va opposer KIEM à SIEM, donc SIEM, qui est une famille de produits dont Sentinel, que vous connaissez probablement. Donc là, on va plutôt l'appeler KIEM pour Cloud Infrastructure Entitlement Management. Donc c'est une nouvelle famille de produits qui va venir renforcer techniquement le principe de moins de privilèges. Donc on parle de Zero Trust, vous l'avez vu avec Yann, voilà, on va vérifier, on va liste privilèges, on va, voilà. Pour la partie liste privilège, on n'a pas d'outils aujourd'hui qui permettent vraiment techniquement de le faire de bout en bout. Donc c'est là que KIEM va intervenir et c'est une nouvelle famille de produits qui est vraiment plébiscitée par Gartner. On estime que ça va devenir voilà, l'outil indispensable pour supporter les efforts des équipes IAM et sécurité. Voilà. Donc c'est un nouveau terme qu'il faut voilà, connaître, garder pour se retrouver dans les discussions. KIEM, pour Entra Permissions Management chez Microsoft, c'est un produit qui ne va pas venir remplacer d'autres produits que vous avez chez vous aujourd'hui. Donc, je parle notamment de l'IGA. Donc, si vous faites de l'IGA, toutes les fonctionnalités que Yann vient d'énumérer, KIEM ne va pas venir les remplacer. Si vous avez du PAM, pareil, KIEM ne va pas les remplacer. La partie CSPM, pour ceux qui le connaissent chez nous, c'est Defender for Clouds. Ouais. Voilà, KIEM ne va pas remplacer cela non plus. KIEM, il faut le considérer comme un produit, une nouvelle famille de produits qui va venir renforcer voilà, tout ce que vous faites déjà à travers ces différents modules. Donc, il ne va pas casser votre architecture actuelle, il va venir, c'est du SaaS, juste venir voilà, être installé, faire de la lecture. Et si vous le voulez plus tard, on va vous expliquer comment il peut modifier votre environnement, comment il peut vous faciliter la vie, vous faire gagner du temps, voilà, pour monitorer, pour prendre des actions et toujours continuer à monitorer. Mais surtout la possibilité voilà, de faire un certain nombre de choses plutôt incroyables. Donc, maintenant que vous avez vu ce que KIEM était, on retourne rapidement en arrière. Il y a un élément que j'ai oublié de mentionner, c'est que en aucun cas, il ne faut considérer KIEM voilà, comme un module de gestion des vulnérabilités. Voilà. Il ne faut pas le considérer non plus comme un module CASB. Et CASB, c'est quoi déjà chez nous? C'est Defender for Cloud Apps. Voilà, donc KIEM n'est pas pour faire de la gestion des vulnérabilités, c'est pas du CASB, c'est pas du PAM, c'est pas de l'IGA. Il faut vraiment garder en tête que c'est du SaaS, donc très facile à mettre en place. Voilà.
Oui, tout à fait. Alors, il y a des similitudes avec le CASB sur l'implémentation. On se connecte, on collecte des données, on est capable de remonter des dashboards, etc. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que c'est une nouvelle catégorie de produits. Donc, il y a plein d'acteurs qui se positionnent sur ce marché-là. C'est parce qu'il y a un vrai besoin derrière et qu'il y a un marché adressable potentiel intéressant. En tout cas, c'est ce qui a conduit à cette acquisition pour nous. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'était important de faire ce rappel parce qu'on a tendance des fois à être perdu entre le PAM, l'IGA, etc. Non, le KIEM ne vient pas remplacer des solutions. On l'a vu, il y a peut-être certaines fonctionnalités qui peuvent venir enrichir des capacités, mais on n'est pas là en remplacement de solutions existantes. Architecture, on va parler très succinctement de l'architecture. C'est un service SaaS, d'accord? Donc on ne va pas rentrer dans le détail de comment il fonctionne, mais juste pour vous donner une overview. On se connecte aux 3 clouds, on l'a dit. Pour ce faire, on a besoin de permissions dans ces clouds-là. Donc dans le monde Azure, ça va être un rôle airback, d'accord? Donc un rôle en lecture, tant qu'on a besoin de faire que collecter de la donnée. Si on veut appliquer des remédiations, il faudra aussi un rôle en écriture. Dans le monde Google, on peut mettre en place des Workload Identity Federations. Donc ça, c'est des fédérations entre Google et Azure AD qui permettent une authentification mutuelle. Donc il nous faut certaines permissions, certains rôles dans l'univers Google. Pareil pour AWS, il va nous falloir un ensemble de permissions. Donc, un pour la partie accès au contenu, comprendre les permissions existantes, et 2, collecte des logs au travers de CloudTrail. Donc, chez AWS, ça se fait via deux rôles spécifiques. Donc, en gros, dans Entra Permission Management, vous renseignez ces comptes-là, et c'est avec ces comptes de service-là que le service va venir collecter de la donnée. La collecte de données, donc chez nous, il y a 2 services qui sont assez séparés. Il y a un service qui est opéré par nous, qui va faire cette collecte de données, qui va maintenir ses connecteurs, s'assurer qu'ils sont en bonne santé, etc., s'assurer de leur performance, etc. Et ensuite, on va aller construire une base de données. Donc il y a un espèce de pipeline pour enrichir et normaliser les données qu'on va collecter pour en faire quelque chose qui soit exploitable par le portail. D'accord, donc d'un point de vue architecture, ça c'est des aspects qui ne vont pas vous concerner directement puisque, encore une fois, c'est une solution SaaS qui se déploie en quelques minutes. Ce qui est important de rappeler, c'est qu'on a la notion d'isolation qui est propre au monde Microsoft, si vous la connaissez, donc la notion de tenant. Donc ces données-là sont dans une enclave sécurisée, isolée de celle des clients, donc il n'y a pas de ressources partagées entre les clients, évidemment, mais c'est important de le rappeler. Et c'est intégré à Azure AD pour toute la partie contrôle d'accès dans le service. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas utiliser Entra Permission Management dans un scénario où vous avez que du GCP ou de l'AWS. C'est juste que l'authentification, le contrôle d'accès qui est assuré dans le service s'appuie sur Azure AD. Voilà, c'est juste rapidement pour la vue de l'architecture. Ce qu'on propose maintenant, c'est de rentrer dans le vif du sujet, de regarder à quoi ça ressemble. C'est toujours plus parlant de voir la solution en vrai. Normalement, on n'aura pas de problème de réseau, si tout va bien. Donc on va faire une passe là sur les principales fonctionnalités. L'idée, c'est de vous donner, que vous ayez une compréhension globale de ce que ça propose. Le premier aspect qui va nous intéresser, on a parlé de cet aspect découverte, collecte. Donc là, comment on obtient cette visibilité ? Et le premier élément qu'on va chercher à obtenir, c'est ce qu'on appelle le Permission Creep Index. Vous l'avez peut-être vu dans des slides précédentes. Le Permission Creep Index, ça va être un indicateur de situation de votre environnement. Donc l'idée de cet indicateur, c'est de vous donner une vue rapide et simplifiée de où est-ce que vous vous situez. Et après de comprendre des évolutions par rapport à c'est l'équivalent, si vous voulez, d'un Secure Score, si vous le connaissez, mais dédié à la gestion des permissions. Et on va le voir en détail. Encore une fois, c'est pour simplifier la compréhension. Si on veut aller dans le détail, on peut évidemment. Et puis ensuite, il y a justement cette partie analytics qui nous permet de naviguer dans les permissions, comprendre où est-ce qu'il y a des anomalies et mieux avoir une meilleure lecture de cet environnement. Alors pour ça, on va switcher d'écran. Tac. C'est lequel ? Alors, maintenant qu'on a
vu rapidement les fonctionnalités du point de vue Discovery. Donc voilà, on va avoir un besoin très poussé de visibilité. Et ça, c'est quelque chose que nos clients nous remontent souvent. Voilà, j'ai besoin de voir quelle identité fait quoi sur mes ressources dans Azure, dans GCP, dans Amazon. Et pour répondre à cela, voilà, lorsque vous allez onboarder votre environnement, donc encore une fois, on est multi-cloud. Si aujourd'hui, on supporte les 3 principaux clouds, à l'heure où on parle, il y a VMware aussi qui est intégré, mais bon, c'est pas encore disponible sur l'interface. Donc, vous onboardez vos 3 environnements, vous avez vraiment cette vue unifiée où on peut circuler par environnement. Voilà, on circule pareillement, on a les mêmes fonctionnalités, la même visibilité. Dans le cas où vous avez onboardé un tenant Azure, par exemple, et vous avez Inks à souscription, toutes les souscriptions vont s'afficher ici et vous pourrez les organiser par dossier. Voilà, donc ça vous permet une navigation plus fluide. Donc, là, on est dans la partie dashboard. Je vais juste prendre mon pointeur. On est dans la partie dashboard. Donc, ce qu'il faut savoir dans dashboard, c'est que vous avez cet indicateur qui est le PCI, qui c'est une valeur comprise entre 0 et 100. Donc là, dans mon environnement, j'ai un PCI de 82%. 82%, c'est une valeur agrégée de 2 métriques. Premièrement, le gap qui existe entre les permissions allouées versus ce qui est effectivement utilisé. Donc, vraiment effectivement utilisé. Plus ce gap va augmenter, plus mon PCI va augmenter. Pareil, imaginez une identité qui a 100 permissions, qui n'en utilise qu'une, mais qui a accès à 200 ressources. Donc, plus le nombre de ressources va augmenter, plus mon PCI va également exploser. Donc là, on a le nombre des identités qui contribuent à ce score PCI. Donc là, on voit qu'on a plus de 700 identités qui représentent un risque élevé. Voilà. Donc, pour aller dans le détail, dans le cas où vous avez plusieurs souscriptions, vous avez cette vue qui vous montre la répartition de vos souscriptions. Donc, dans les PCI élevés, vous avez PCI médium, pareil, PCI faible également. Donc, encore une fois, dans le portail, toujours dans Dashboard, vous avez des findings ici. Donc, les findings, il y en a pas mal sur les identités et sur les ressources. Donc, sur les identités, vous allez pouvoir cliquer tout simplement inactive ou super users ou voilà. Un exemple d'utilisateur inactif, c'est ceux qui ont des permissions qu'ils n'utilisent pas. Super users, par exemple, c'est des utilisateurs qui ont des permissions qui leur permettent d'agir à la racine de votre environnement. Donc ça, c'est critique. On ne vous dit pas il faut supprimer ou quoi, mais on vous dit, voilà, on attire votre attention sur ce fait. Pareil, au niveau des ressources, si vous avez des ressources qui ne sont pas assez sécurisées, tout ça va ressortir ici. Toujours dans la partie visibilité, si je viens dans Analytics, qui contribue également à la visibilité, donc je peux filtrer mon environnement du point de vue utilisateur, groupe, ressources ou tâches actives. Quand je reste sur la partie utilisateur, voilà, j'ai l'ensemble des utilisateurs de mon environnement, j'ai le score, je vais peut-être fermer d'abord, j'ai le score PCI, voilà, j'ai vu depuis quand ce score est élevé, voilà. Ici, je vois l'ensemble des permissions que ces utilisateurs possèdent. Donc, on va opposer permission à rôle. Un rôle est une collection de permissions. Donc là, je vois, à travers les rôles qui lui sont assignés, voilà, elle a plus de 12 000 permissions. Elle n'en utilise que 106. Et elle a accès à plus de 2000 ressources. Donc, dans un petit détail, qu'est-ce que ça va donner? Donc, j'ai exactement l'ensemble des permissions allouées. J'ai celles qui ne sont pas utilisées, j'ai celles qui sont utilisées. Donc là, dans différents rôles, voilà, elle a que 106 permissions qui sont effectivement utilisées. J'ai le détail des groupes dont l'utilisateur fait partie. J'ai le détail des rôles Azure qui lui sont assignés. Donc voilà, ici, en bas, j'ai 57 rôles au total. Voilà. Et pour aller plus loin sur cet utilisateur, quand on va cliquer sur cet utilisateur, on aura vraiment le détail de son activité. Donc ça, on l'a vu dans Analytics. Les tâches aussi, on l'a vu dans Analytics. Ce qui va nous intéresser un peu plus, c'est vraiment les activités. Micro. Voilà, donc on va se rendre compte en fait que cet utilisateur, sur cette ressource-là, voilà, sur cette ressource dont je vois le nom, donc le type de ressource, je vois exactement la tâche qui a été réalisée. Voilà. Donc ça me permet vraiment de monitorer. Imaginez, vous avez un comportement anormal, suspect, voilà. Vous avez la possibilité de faire ce niveau de monitoring très très poussé, voilà, de voir encore une fois le détail des ressources. Des tâches qui sont réalisées sur chaque ressource. Si c'est une tâche à risque ou pas, voilà, vous l'avez. Et vous avez également voilà, un niveau de détail très poussé sur les permissions.
Et la bonne nouvelle, c'est que vous avez la possibilité d'exporter ce dashboard et de pouvoir le communiquer aux équipes sécurité, ce que vous voulez, pour investiguer voilà, davantage. Un autre élément qui est intéressant du point de vue analytique, c'est que la vue que vous avez sur les utilisateurs, lorsque vous essayez de l'avoir du point de vue des ressources, vous pouvez avoir cette forme de graphe qui est quand même très intéressante, c'est visuel. Donc pour une ressource, Cloud App par exemple, voilà, sur la ressource, je peux avoir le rôle qui est assigné, je peux avoir l'ensemble des utilisateurs qui ont ce rôle, et je peux voir le mode assignment. Voilà, en gros, si c'est direct assign ou si c'est à travers un groupe, et je vois voilà l'utilisateur en question s'il est admin ou s'il ne l'est pas. Donc on a quand même pas mal de possibilités. Et pour aller plus loin, si toujours pour une identité vous avez besoin de plus de détails, dans la partie audit, vous allez pouvoir avoir une visibilité renforcée. Donc ici, par exemple, je vais créer ma requête custom, voilà, où je dis, au cours des 90 derniers jours, je veux toutes les tâches qui ont été réalisées par un utilisateur qui n'est pas celui-ci. On suppose que Nick, c'est l'admin, donc il a besoin de voir, voilà, qui s'est connecté, qui a fait quoi, voilà, et que c'est en genre, c'est pas moi qui l'ai fait, voilà. Et là, je fais ma requête et j'ai le détail du détail. J'ai l'identité, j'ai le type de ressources, j'ai la tâche qui a été réalisée. Encore une fois, on peut exporter ça et vous pouvez créer voilà, ces requêtes-là pour dans Amazon, dans GCP. Voilà. On peut aller jusqu'à 1 an, comme vous pouvez le voir ici. On peut requêter jusqu'à 1 an au niveau des logs d'activité. Alors, et pour compléter, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure sur cette fonctionnalité qui peut équiper aider les équipes SecOps. C'est évidemment super intéressant de pouvoir faire cette navigation. Et donc là, on a, je pense, quelque chose d'intéressant complémentaire à ce qui existe déjà dans Sentinel. Il y a aussi un connecteur Sentinel, évidemment, qui est prévu avec la solution. Mais c'est une façon complémentaire de pouvoir naviguer au cours d'une investigation. Totalement. OK. Merci, Faria. Hop, on va repasser. Désolé, on jongle un peu entre les... donc on a vu le PCI, on a vu un peu ce qu'on pouvait voir en termes de discovery. Maintenant, on va s'intéresser à la suite. C'est comment on fait pour remédier ce qu'on a pu observer. On a vu, il y a des gaps entre ce qui est affecté, ce qui est concrètement utilisé. Comment on peut faire pour remédier ça? Comment on peut faire pour avoir des autorisations en mode just-in-time, ce qu'on a évoqué aussi précédemment. Et puis, on parlera aussi de la partie autopilot. Donc là, on est sur la réponse par rapport à des problématiques qui ont été identifiées. Cette fois-ci. Donc là, on va regarder pour ce qui est du point de vue rémédiation. Rémédiation, mais c'est avant tout des recommandations qu'on va faire, que vous serez libre d'appliquer ou pas. Voilà. Donc pour la partie rémédiation, on va vraiment aller dans le module rémédiation. Donc je sélectionne mon environnement, Azure, Amazon, GCP, encore une fois. Je sélectionne ma souscription, voilà. Et on suppose que voilà, je vais investiguer sur cet utilisateur, Alvin Washington. J'ai investigué, j'ai vu qu'il a trop de permissions, blablabla, et j'ai envie de prendre des actions. Donc, les actions que je peux prendre, c'est pour cet utilisateur. Donc, on suppose que le rôle qu'il possède, c'est un rôle direct assign. Il a ce rôle sur cette ressource qui est, là, on est sur un groupe, un resource group. Et là, on a vu qu'il a ce rôle. Voilà. Donc, on a vu tout à l'heure que ce rôle, par exemple, il a un accès de permission. Qu'est-ce qu'on va chercher à faire? Est-ce qu'on a envie de révoquer toutes les tâches qui ne sont pas utilisées? Est-ce qu'on a envie de révoquer que les tâches à haut risque? Est-ce qu'on a envie de révoquer que les tâches delete? Donc, on suppose qu'on a envie de révoquer toutes les tâches qui ne sont pas utilisées pour, dans le principe du moindre privilège, réduire l'excès de permission. Donc, si je décide de révoquer les tâches non utilisées, Intra-Permissions Management me permet soit d'exécuter directement à partir du portail. Donc, chaque action que je prends dans le portail, l'action sera exécutée dans mon tenante. Ou, voilà, je suis un maniaque du contrôle, je veux voir le contenu de ce qui va être fait. Je génère mon script, je le lis, je le modifie si je veux, et je vais l'exécuter dans mon tenante. Lorsque je décide, par exemple, d'exécuter, Intra-Permissions Management va demander à mon tenante de faire 3 actions. Dans un premier temps, il va créer un rôle sur mesure qui va reprendre
que les permissions que j'ai envie que mon utilisateur il utilise. Donc, il va créer un rôle sur mesure. Dans un second temps, il va assigner ce rôle à cet utilisateur dans le scope qui est défini, voilà. Et dans un troisième temps, il va enlever l'ancien rôle qui avait de l'excès de permission et c'est ce nouveau rôle qui sera appliqué. Donc ça, c'est typiquement une action de remédiation dans Intra-Permissions Management. Et si j'ai envie de prendre cette action à grande échelle, donc je suis dans du run, voilà, je veux faire cela périodiquement tous les mois, j'ai la possibilité dans la partie autopilot, je le montre ici, dans la partie autopilot, j'ai la possibilité en fait de faire des actions à grande échelle, comme révoquer toutes les permissions qui ne sont pas utilisées dans mon environnement. Donc je peux créer cette règle qui va me proposer des recommandations, qui va me proposer de les appliquer. Et si jamais c'est le stagiaire qui les applique et que vous n'êtes pas content, vous avez la possibilité de faire un rollback, donc de défaire tout ce qui a été changé et votre environnement il revient comme il était. Voilà. Toujours dans la partie rémédiation, Yann t'a parlé de just-in-time et de permission on demand. On suppose que voilà, je me suis trompée, j'ai enlevé des permissions à un utilisateur et en fait l'utilisateur il en a besoin, voilà, je l'ai fait dans cette partie et l'utilisateur en fait il a besoin de ces permissions. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement venir ici dans requête. Et ici, il va créer une requête où il va dire, écoutez, on le fait très rapidement, il choisit son cloud, voilà, il choisit la souscription sur laquelle il veut agir, son identité, donc là c'est moi, et il va faire soit une demande de rôle, soit une demande de tâche. Donc là, il va vraiment choisir les tâches qu'il a besoin d'exécuter. Il va soumettre sa demande, voilà, en justifiant. Donc, il va prendre le soin de justifier pourquoi j'ai envie de faire ça, voilà. Et c'est là où on vient de faire du permission on demand. Le just-in-time access ici, ça va être très puissant dans la mesure où il peut demander à faire cette action tout de suite, ou voilà, on va se projeter. Il a besoin de faire cette action tous les lundis et tous les jeudis à 10h30, et il a besoin d'avoir cet accès pour une durée allant jusqu'à 23h. Donc, OK, il soumet sa demande. Et quand il va soumettre la demande, un administrateur, voilà, typiquement, un administrateur va voir sa demande ici et il va décider, oui, j'approuve, c'est légitime, ah non, j'approuve pas, voilà, il va rejeter. Donc ça, c'est vraiment le combo Permission on Demand et Just-in-Time Access. OK. Merci Faria. On passe sur la presse. Donc, on a vu comment comprendre où est-ce qu'on se situait, comment agir. On a parlé tout à l'heure de run. Donc là, maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est comment on peut être alerté, comment on peut construire des rapports pour informer notre management, pour avoir des indicateurs et naviguer peut-être de façon plus graphique dans les éléments qui sont remontés par Intra-Permission Management. Donc ça, c'est des éléments qui sont, encore une fois, super importants pour le run. On n'est pas là pour remédier la situation à un instant donné, on est là pour la remédier, oui, mais dans le temps, pouvoir continuer à avoir quelque chose qui soit sain. Et pour ça... Alors, pour la partie alerte et report, c'est vraiment des outils qui sont très puissants dans la mesure où, blablabla, je vais le montrer ici. Dans la partie report, par exemple, c'est là que vous allez avoir des rapports d'activité, mais très, très poussés, très intéressants, que vous allez partager à différentes équipes, à YAM, Security ou même au SAISO. Sur la partie report, l'élément le plus important, le plus intéressant, si vous avez un environnement multi-cloud, c'est le summary. Le summary, il vous donne cette vue colorée, intéressante, où vous avez différents indicateurs. Par exemple, ici, vous avez un PCI de 82%. Quelles sont les identités qui contribuent à ce PCI? Donc, encore une fois, Intra-Permissions Management va adresser des identités aussi bien humaines que non humaines. Donc là, vous avez la distribution, la part d'identité humaine qui contribue, et pareil pour les identités non humaines. Vous avez les identités qui constituent un PCI élevé, donc ça, vous pouvez le filtrer. Vous pouvez avoir les identités qui peuvent faire de l'escalade de privilèges. Donc là, c'est juste un graphique, mais plus bas, à gauche. Vous pouvez cliquer et voir exactement le détail de ces identités.
Pareil, vous pouvez savoir les identités qui peuvent administrer un ou plusieurs outils de sécurité ou encore les identités qui peuvent accéder à un secret. Voilà. Et si par exemple, je ne sais pas, si vous avez mis en place du MFA chez vous, et vous avez envie de voir, mais concrètement, qui est MFA enabled ou pas, voilà, cet indicateur vous montre la distribution, il vous montre qui n'est pas configuré MFA et vous permet de prendre des actions. Ce qui est aussi intéressant, c'est que nous, on a des rapports sur mesure. Vous pouvez décider de customiser vos rapports, de déterminer à quelle échéance, à quelle fréquence vous voulez les avoir. Vous pouvez décider de les envoyer directement au CISO, au CTO, voilà. Donc, c'est quand même très bien fait. Et pour la partie alerte, ici, on a plusieurs possibilités. Donc, vous pouvez définir des alertes sur la base de l'activité de l'utilisateur. Donc, vous voulez savoir, par exemple, quand une VM a été supprimée ou désallouée. Donc, vous allez recevoir une alerte toutes les fois où c'est fait. Vous voulez savoir, par exemple, ici, si une ressource a été utilisée récemment ou voilà, quand une tâche particulière a été réalisée pour la première fois. On suppose que vous avez une VM très, très critique. Vous êtes le seul à y accéder, mais vous vous rendez compte que, voilà, de façon aléatoire, quelqu'un fait une tâche différente. Vous voulez traquer ça, vous pouvez définir ce type d'alerte. Et pour aller plus loin, si par exemple une entité a réalisé une action plusieurs fois, comme par exemple, je ne sais pas, télécharger un fichier plusieurs fois ou lu le contenu d'un secret plusieurs fois, vous pouvez aussi avoir une alerte lorsque ce type d'action arrive et vous pouvez customiser vos alertes comme vous voulez. Yann, la suite. Ok, merci. Donc là, on n'est pas rentré dans le détail, on n'a pas tout vu de ce qui était possible de faire, mais on voulait vous donner une vue d'ensemble pour que vous ayez une compréhension de ce qui est proposé. Une question qu'on a souvent quand on parle de cette nouvelle catégorie de produits, c'est à qui ça se destine. Et alors là, il n'y a pas de réponse universelle, ça dépend un petit peu de l'organisation de nos clients, mais on peut retrouver généralement 4 populations qui vont être intéressées par ce qu'on vient de voir. Les équipes sécurité, voilà, qui ont besoin de travailler sur ce pilier d'approche de moindres privilèges, évidemment. Les équipes d'infrastructure cloud, donc ceux qui gèrent les opérations dans le cloud, c'est aussi quelque chose qui peut être super intéressant pour eux parce que c'est toujours des acteurs du durcissement des environnements. Généralement, c'est les équipes sécurité qui vont demander aux équipes d'opération cloud d'appliquer des remédiations, de fixer un problème sur une VM, etc. Donc typiquement, les permissions, c'est aussi des choses qui, en mode run, seront réalisées par ces équipes-là. Donc on peut imaginer de les laisser autonomes en leur donnant accès à ces outils-là, de faire en sorte que, sans passer par les équipes sécurité, eux-mêmes soient capables d'améliorer la situation. Les équipes IAM, évidemment, même si ce n'est pas forcément un produit qui est directement un produit lié à la gestion des identités, mais c'est quand même un produit connexe. Donc assez souvent, les équipes IAM sont soit à l'initiative, soit motrices sur cette thématique-là. Et puis les décideurs, évidemment, parce qu'on l'a vu, les dashboards. Alors souvent, on nous reproche dans nos produits que les dashboards ne sont pas assez riches, machin, qu'on a besoin de passer par du Power BI pour pouvoir faire des trucs sympas. Là, vous l'avez vu, on a des dashboards quand même super avancés qui peuvent, en quelques clics, donner une vue d'où est-ce qu'on se situe, y compris sur un problème spécifique. On l'a aperçu là dans la démonstration, mais mettre en avant des permissions qui seraient trop faibles sur un compte de stockage Azure ou sur un blob storage dans AWS, comme on a cette vue sur les permissions, sans être une solution de security posture management, on peut vous donner cette vue-là. Donc là aussi, c'est intéressant. Il y a des petits chevauchements entre les produits, mais c'est quand même des choses qui peuvent être intéressantes et complémentaires. Voilà, c'est bon. Voilà, donc en guise de conclusion, on vous a montré pas mal de choses là en 45 minutes. En guise de conclusion, donc Entra Permission Management, c'est EPM, son petit nom en interne. Donc dans la documentation et dans le jargon, vous allez souvent entendre ce nom EPM qui reviendra. Donc c'est notre solution de KIEM. Donc bon, voilà. Le marché c'est un marché émergent. C'est en tout cas comme ça que le définit le Gartner. Donc il y a sans doute des choses qui vont se passer, des capacités qui vont venir s'enrichir, mais c'est intéressant à suivre. 2 liens qui vous permettent d'aller un petit peu plus loin. Donc aka.ms/Entra Permission Management, vous avez l'accès à toute la documentation sur la solution. Et puis un deuxième lien qui est entra.microsoft.com. Ce qu'on n'a pas dit en introduction, c'est que le nom Entra, pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité Microsoft, c'est le nom chapeau pour tout ce qui va toucher de près ou de loin à l'identité, au contrôle d'accès chez Microsoft.
Donc vous avez Entra Workload Identities, vous avez Entra Permission Management, il y aura d'autres solutions qui vont venir au cours de l'année, et donc il y a un portail dédié à ça. Et si vous voulez tester la solution, eh ben, c'est super simple parce que c'est du SaaS. Totalement. Donc, si vous voulez tester la solution, vous allez tout simplement sélectionner quelques souscriptions ou projets que vous voulez monitorer. Vous allez installer le produit. Ça prend quelques minutes. Il vous faut tout simplement un compte Global Admin. Ensuite, la collecte des données commence quasi automatiquement. Et après, vous pouvez accéder à ce portail en passant par intra.microsoft.com. Et là, vous avez accès à tous nos produits d'IAM, comme l'a précisé Yann tout à l'heure. Et si vous voulez en savoir plus, écoutez, vous nous retrouvez tout à l'heure sur notre stand. Ouais, merci de votre attention déjà. On espère que ça vous a donné un éclairage sur notre solution et ce que c'est le KIEM. Il y aura des démos qui seront prévues sur notre stand, donc tout en haut, à 10h45 et à 13h45. Donc si vous voulez en savoir plus, on est là évidemment pour répondre à vos questions. Merci à tous.